65. PKM. C'est la qualité. PKM. C'est la différence. PKM. C'est la satisfaction. Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala, bon citoyen. Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs. Nous vous disons merci, chers Congolais. Vous nous suivez partout dans le monde, en direct sur notre chaîne YouTube, au Centre TV et Delcas Télévision, aussi en direct sur 10e rue Télévision et dans plus de 10 chaînes qui vont nous relayer. Nous vous avons promis aujourd'hui le grand rendez-vous avec la tête bien faite de la nation, selon vous, les internautes. Il s'appelle Professeur Tyler Lubanga. Il est professeur de droit, il est également chargé de mission du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, sans oublier qu'il est encore de l'UDPS. Je ne sais pas si lui-même va confirmer cela. Professeur Tyler Lubanga, c'est le bienvenu. Merci beaucoup, cher ami, pour la présentation. Je suis député national, élu sur la liste de l'UDPS à Kinshasa, dans la circonscription électorale de l'AFNA. Je reste enseignant, chercheur formateur, expert en stratégie des politiques publiques. Et ma préoccupation majeure a toujours été le mieux-être social. Et les études que nous faisons, parce que, vous savez, les études sont faites ou doivent être faites, pas pour soi-même, mais pour le bien de la société. Voilà pourquoi les politiques publiques me semblent, au moins, était, de mon point de vue, intrinsèque, une orientation majeure dans la contribution de la quête toujours constante du bien-être. Voilà, je n'ai pas voulu vous présenter comme député national parce que quand j'ai interrogé l'opinion, certaines personnes sont énervées en disant vous les avez abandonnés, vous avez choisi votre suppléant, vous n'avez pas voulu exercer les mandats du moment qu'ils vous ont voté. Est-ce un abandon à l'appel, à la mission qu'on vous avait octroyée par la population? Je suis aux côtés de mes électeurs. Ils le savent. Ils me voient, ils me consultent, je les consulte, ils m'écoutent, je les écoute. Toujours présent dans ce rôle difficile d'accompagner ceux qui m'ont fait confiance. Les professions politiques, je veux dire, les missions politiques peuvent être variées, mais la demande de ma circonscription est toujours portée au sommet, au niveau de l'Assemblée nationale, et que donc, à aucun moment, à aucun instant, je pensais abandonner ces gens qui m'ont fait confiance. Je dois vous avouer que lors des vacances parlementaires, c'était émouvant. J'ai été sur le terrain, j'ai contribué à la manière significative à la rentrée scolaire des orphelins. J'ai rénové effectivement les terrains municipaux des communes pour aider les jeunes effectivement au divertissement. Mais le plus important pour moi avait été d'imprimer l'esprit humanitariste. L'esprit humanitariste. Parce que je considère millionnaires, milliardaires, pauvres, nous avons chacun de nous une valeur. C'est l'humain. C'est l'humain qui est important, qui doit être au centre de nos préoccupations. Donc, je suis aux côtés de mes électeurs, je les écoute, je porte très haut leur desiderata et je suis derrière pour les suivre. Mais ce n'est pas un seul jour que tout va être fait. Mais c'est en suivant et en poursuivant et effectivement auprès de ceux qui décident, de l'exécutif, que leurs besoins seront effectivement rencontrer des réponses apportées aussi. Voilà. Alors, je suis élu et proche de mon peuple. Merci. Professeur Tyler, c'est vrai, c'est pas ça vraiment notre thématique, mais c'est important. La thématique, c'est le décryptage de l'état des droits en RDC. Est-ce qu'il y a la nécessité de changer la constitution, défi du gouvernement? Judith Soumilo, on va en parler, mais parce que vous êtes un député national qui a abandonné sa siège, selon vos adversaires, quand vous dites que vous avez une mission humanitariste, est-ce que vous ne le faites pas
comme un semblant parce que il y a vos concurrents dans la même circonscription qui font mieux que vous. Oh, même que moi, je ne sais pas les dire. Il suffit de voir et d'évaluer. Même que moi, je ne sais pas les dire. Je ne sais pas vous les permettre. Vous n'êtes pas enchevêtré de leurs problèmes. Mais effectivement. Vous aimez bien votre bureau climatisé. Non, je n'ai pas le bureau climatisé. Voilà pourquoi là, je suis sur le terrain. Okay. Je suis sur le terrain avec mes électeurs, les enfants de mes électeurs, même ceux qui n'ont pas voté pour moi, mais pour autant qu'ils soient effectivement désignés, disposant des problèmes auxquels je peux apporter solution. Donc je ne choisis pas, même lorsque ceci m'a toujours paru un calcul politiquement correct, mais moi je ne vois pas ça comme ça. Vous avez l'île de Founan. L'île de Founan est proche. L'île de Founan, mais la question qu'on m'a demandé de vous transmettre, quelles sont les vraies préoccupations de natifs des Founan? Il semble que vous êtes un Parisien raté, vous ne connaissez pas la vraie réalité du coin. Non, je connais bien. Je suis en train de vous regarder. Je connais bien les coins. Mes électeurs de Founan savent qu'ils ont des problèmes. Nous partons du même problème. Je suis moi-même de ces districts-là. Nous avons le problème d'insécurité. J'ai conscientisé les jeunes à revenir au droit chemin, à respecter la vie de leurs semblables. Nous avons le problème d'électricité, des câbles qui sont très vieux et on essaie de travailler avec les autorités de la SNEL pour le remplacement. Nous avons le problème d'eau. J'ai posé le problème au directeur général, qui est un homme très expérimenté en la matière, David Chilumba, le DG, et nous sommes en train d'étudier sur de quelle manière apporter des réponses en termes de tuyauteries qui sont vétustes, qui ne produisent plus d'eau. Et nous avons de tous les jours problème d'emploi. J'ai toujours voulu que mes électeurs comprennent que l'emploi n'est pas que celui que l'État peut donner, mais aussi celui que l'on peut créer. Okay. Et que pour créer l'emploi, on n'a pas besoin de millions ou de milliards. On peut commencer un petit emploi avec les moyens de bord. Voilà pourquoi j'invite à l'entrepreneuriat de jeunes, de femmes, que moi-même j'appuie avec les moyens qui sont le mien pour certaines femmes, surtout les veuves, surtout le maman, les filles mères, les mamans responsables, mères d'autant d'enfants. Je leur donne des fonds à dimension de mes moyens pour leur permettre de joindre le marché et de créer des revenus. Parce que l'emploi ou la notion d'emploi au sens large, c'est une charge. Il en faut des revenus et les revenus peuvent provenir de plusieurs sortes, de plusieurs terrains. Et moi, je pense que l'État ne doit pas être pourvoyeur de tout. Il faut que nous, chacun dans ce qu'il peut, nous arrivions aussi à structurer, à créer des petits emplois et à pouvoir payer les impôts pour le fonctionnement, pour nos militaires qui sont de fond. Donc, il ne faut pas attendre seulement de l'État. Et moi, je suis partisan de l'entrepreneuriat. Il ne faut pas attendre l'État, mais l'État est censé créer les bonnes conditions pour permettre le développement de la classe moyenne. Il ne peut pas tout faire. J'ai dit, mais l'État est censé créer... Oui, il a le devoir, mais il n'a pas le moyen pour créer les emplois pour tout le monde. Alors, professeur Taylor Lubanga, avant d'aller plus loin, je ne veux pas qu'on vous traite d'un ingrat. Vous allez m'excuser en vous entendre parler quand vous relevez les problèmes de votre district Founan. Il y a un de vos collègues qui a déjà réglé le problème que vous venez de soulever ici, des Koulouna, dans ces districts-là. Il semble que c'est déjà vidé. Vous, vous avez votre analyse à part, apparemment. Non, mon collègue, que je connais bien, que je ne voudrais peut-être pas pour des raisons, je n'ai pas son autorisation ici de faire sa publicité, mais c'est un homme engagé, Jean-Marie Lecolassi, pour peut-être le citer, qui fait le travail louable de lutter contre le même phénomène. Mais c'est un problème global. Il demande l'apport de tous. À ma manière, j'essaie de conscientiser. Conscientiser ceux qui croient en moi, ceux qui partagent ma vision, celle d'un Congo d'excellence, c'est-à-dire les Congos des valeurs, c'est-à-dire les Congos où les jeunes respectent les vieux et où le vieux considère le dynamisme de la jeunesse. Ce Congo où il faut cette pluralité des compétences, ce Congo où on a besoin de tout le monde, finalement, il faut éviter la violence. La violence urbaine, le phénomène Koulouna, qui est un phénomène rétrograde, on ne peut pas laisser à Jean-Marie seul le faire, le soin de le faire, il fait ce qu'il peut. Mais dans le milieu où nous nous trouvons, nous sensibilisons davantage, effectivement, pour atteindre le même résultat.
Parce que, comme vous devez bien le savoir, personne ne peut à lui seul tout résoudre. Il faut un peu de tout pour faire le monde. Voilà pourquoi, à notre manière, et dans le milieu où nous nous trouvons, nous prêchons la lutte pour la civilisation, la civilité républicaine. Et nous pensons que ces discours passent mieux. Nous avons métamorphosé beaucoup de jeunes. Nous les avons maintenant sur le droit chemin. Et mon père d'ailleurs me remercie pour dire, mais hier, je ne comprenais pas. Aujourd'hui, je suis devenu débrouillard des rues, revendeur des rues. Et que je trouve que j'ai maintenant des responsabilités. Nous avons le jeune par ces discours à se réaliser, mieux à réaliser leur potentiel et à se comporter de manière à pouvoir être non seulement utile pour lui dans ce qu'il va devoir faire, mais également pour la société. Parce que, chers frères, comment peut-il considérer une société attendue comme lumière de la région, la RDC, où les jeunes sont perdus dans la violence urbaine? Nous ne sommes pas l'Afrique du Sud. Nous sommes un pays de quiétude, un pays d'accueil, un pays hospitalier. Et nous ne pouvons pas encourager la violence, surtout urbaine. Voilà pourquoi, au complément des efforts que mon collègue Jean-Marie Lukulassi fournit dans le même sens, nous nous apportons une autre dynamique, une dynamique, j'ai envie de dire, de toucher au logos, c'est-à-dire à l'intellect de ceux qui nous écoutent et qui nous suivent, pour créer en eux le pathos, c'est-à-dire l'émotion, l'essentiel, le cœur à comprendre le rôle qui leur revient, de manière à créer l'harmonie et aussi nous à plaire. Donc, c'est-à-dire les trois variantes de la discussion, du discours, qui est attendu dans un environnement qui sera ensemblier au centre des valeurs de respect, des valeurs de travail, des valeurs de vigilance, des valeurs civiques, l'amour de la patrie, pour le développement. Il n'y a pas de développement sans civisme. Il n'y a pas le développement sans civisme. Je ne veux pas que vous puissiez prêcher comme les pasteurs dans l'église, parce que vous avez un auditoire très large. Les gens savent que quand un politicien parle, surtout si c'est un homme stérile face aux résultats, vous avez plusieurs vocabulaires à utiliser. Mais une question directe, vous êtes professeur, vous êtes quelqu'un qui connaît bien le méandre du droit. Parlons de l'état du droit en République démocratique du Congo. Récemment, il y a un débat sur la place publique, professeur Tyler, entre le ministre de la Justice, le ministère, pour ne pas parler de la personne. Dans les chaînes de la place, évoquant la nécessité de procéder au clivage, je veux dire au cloisonnement des compétences, pour finalement arriver à trouver les matières communes et les matières partagées. Okay. Lorsque vous lisez attentivement l'article 152 de la Constitution, vous trouvez les attributions du Conseil supérieur de la magistrature. Mais lorsque vous lisez également l'ordonnance portant nomination du gouvernement, les attributions du ministre d'État, vous trouvez aussi celles attributions du ministre de la Justice, ministre d'État. Okay. Cher Constant. Secondé de Kabouya, mon ami, et qui sont aujourd'hui à ce ministère. La question, ou toute la question, c'est de savoir quelles sont les matières, sinon les missions communes, c'est-à-dire les missions qui mettent ensemble dans leur exécution le ministre de la Justice et le Conseil, ou sinon le bureau du Conseil supérieur de la magistrature. C'est en fait au niveau des matières communes à définir que l'on peut maintenant arriver à structurer les débats et à privilégier ce qu'on appelle, et ce que les chefs de l'État appellent les cadres de concertation, qui lui-même est prévu dans la loi portant statut de magistrat. Par-delà cet aspect, le ministre de la Justice aujourd'hui a une compétence large de gérer les contentieux, d'organiser les prisons comme il le fait si bien, de veiller effectivement aux mœurs par le pouvoir d'injonction qui lui est reconnu, donner des injonctions au parquet
pour pouvoir leur permettre d'enquêter sur des matières dont il a connaissance, violant ainsi la loi ou perturbant la quiétude publique, le mœurs, l'éthique, toutes les questions qui sont couvertes par les lois pénales et qui peuvent faire objet de violations par les citoyens et dont le rôle du parquet est nécessaire, peuvent être inscrites dans une lettre appelée injonction du ministre, faite plutôt au magistrat du parquet. Maintenant, le conseil, lui, organise la carrière des magistrats, c'est-à-dire la discipline des magistrats relève dans la constitution du conseil supérieur de la magistrature. Maintenant, si chaque organe respectait les attributs qui sont les siens, je veux dire, si l'observance du rôle et des compétences était de rigueur, nous n'aurions ou nous ne devrions pas avoir de problème entre les deux organes. Maintenant, toute la question, c'est que, est-ce que les deux organes arrivent-ils à dialoguer, à discuter sur les questions d'intérêt commun? Mieux encore, est-ce que les méthodes employées depuis l'arrivée du ministre de la Justice à ce ministère ont-elles fonctionné? Faut-il interroger, disons, ou sinon explorer les pistes supposées ou réelles, à même de permettre un travail ensemblier? C'est la réponse à ces questions qui permet justement de pouvoir à la fois consolider les pouvoirs du ministre, permettre à celui-ci de réussir les missions qui lui sont dévolues, mais aussi arriver ici à pousser le bureau du Conseil supérieur de la magistrature à veiller sur la carrière des magistrats, à sanctionner ceux qui peuvent l'être, toute le fois que ceux-ci auraient ou seraient tentés, ou tenter de s'écarter de leur serment d'honneur et de loi de la République. Sanctionné par la voie bien connue, c'est-à-dire l'organisation des chambres disciplinaires. Pourquoi? Parce que le magistrat, lorsqu'il est auteur de faits, lui reprocher, ce qui reste à faire, ce n'est pas de lui appliquer tout de suite une sanction. Non, c'est de constituer une chambre disciplinaire, lui inviter à présenter le moyen de défense au fait qu'il soit reproché. Et pendant ce temps-là, le magistrat bénéficie, comme tout citoyen, du principe de la présomption du non-sens. Et donc, la suspension, l'interdiction, toutes les sanctions qui peuvent être prononcées par la chambre disciplinaire, proposées plutôt par la chambre disciplinaire, peuvent intervenir à la suite de ces mécanismes-là. C'est pour vous dire que il ne peut pas y avoir des problèmes. Ministre de la Justice, il ne peut pas agir. Non, il ne doit pas agir ultra petita. C'est ça justement le problème du droit. Dura lex, c'est de lex. Les professeurs, un pénaliste très respecté dans notre pays, Nabil Mouenesonga Raphaël, me disait, lors d'un échange amical, parce que je suis parmi les jeunes professeurs qui l'ont beaucoup côtoyé, il me dit, l'on ne doit pas confondre ses désirs de ce que veut la loi. Ses désirs de ce que veut la loi. Autrement dit, nous ne pouvons pas arriver à pouvoir, par notre méthode, par ce que nous pensons, même si c'est réclamé, le faire en dehors du cadre de la loi. Alors, maintenant, je réponds. Je vais y arriver. C'est pour dire que lorsque le ministre constate quelque chose qui ne va pas, il existe un cadre de concertation. Il doit inviter les magistrats à discuter avec lui. Si ces magistrats sont complices, c'est eux-mêmes les nés du problème. Est-ce le ministre doit rester à leur botte ou il doit agir? J'ai l'impression, en répondant,
vous êtes en train de contredire votre chef, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Il avait dit la loi, le salut du peuple, c'est la loi suprême. Bien sûr. Si Constant Moutamba constate que le peuple souffre par rapport aux décisions de magistrats, il doit privilégier les saluts du peuple. Donc, Professeur. le salut du peuple dont le président a parlé, c'est lorsqu'il y a un vide juridique. Ça veut dire lorsque la loi ne résout pas un problème qui se pose. Ou lorsque la loi apporte une réponse qui est contraire au salut du peuple. Que doit-on faire dans ce cas? Le président applique, lui privilégie, avec raison bien entendu, que la solution appliquée soit celle qui apporte salut au peuple. Okay. Mais nous sommes dans les cas où il ne doit avoir vocation d'être appliqué. Mais il ne l'est pas. Que doit-on faire? Autrement dit, Par la mauvaise volonté des animateurs. Mauvaise volonté, même ignorance aussi des animateurs. Écoute, cher ami, il existe une ignorance autoritaire par moment, dans l'appréciation, même dans l'appréciation de la norme elle-même aussi. Parce que la compréhension de la norme, donc du droit tout court, est une solution au problème que l'on prétend résoudre. Lorsqu'il y a retrait, ou retraite du droit, là où il aurait dû régir. Mieux encore, lorsque la loi prévoit une solution à un problème, que celui qui est appelé à l'appliquer ne le fait pas, ou le fait mal, ou le fait partiellement. Que doit-on faire? La réponse, c'est ça la problématique que tu soulèves. Ici, s'agissant des magistrats, que fait-on lorsque ceux-ci, par mauvaise foi, n'appliquent pas le loi, n'est-ce pas? C'est ce que tu dis. Mais la réponse, vous l'avez. Il faut leur appliquer la sanction. Voilà pourquoi. Qui est censé appliquer la sanction Justement. au magistrat? Parce que le professeur Kabissa, non, il y a des sanctions. Kabissa, les sanctions, les sanctions de magistrats sont plus sévères. Hein. C'est les élections libres. Non, je ne permets pas professeur Kabissa, votre scientifique, aux aînés, parce que moi je suis professeur de droit. Alors, c'est Kabissa, je crois criminologue. Je crois qu'il faut ici, beaucoup de pour mes aînés, hein, et seulement je reste très cartésien sur la philosophie du problème, hein, et surtout les solutions. Parce que vous savez, l'état de droit pour lequel le président Félix Tshisekedi a sacré sa jeunesse, c'est un état dans lequel tout homme est soumis à quoi? À l'autorité de la loi. Tout homme. Tout homme. Et lorsque je dis tout homme, ça veut dire tout l'homme. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que lorsque un magistrat viole la loi délibérément ou par ignorance, il faut lui appliquer la sanction. Maintenant, la question c'est de savoir, est-ce que les sanctions applicables aux méfaits des magistrats sont-elles effectives? Autrement dit, est-ce que a-t-on conçu un système sanctionnateur qui soit capacitant à encadrer les gardiens? Par-delà, est-ce que les gardiens est-il gardé? Okay. Si les magistrats sont considérés comme gardiens, il faut des mesures d'encadrement du gardiennage. Parce que ce sont des magistrats qui nous appliquent, nous, les sanctions aux méfaits, aux infractions, aux dommages que nous causons au tiers. Mais qu'est-ce qui se passe lorsqu'on fait le bilan de redressement, disons, de dévoiement des magistrats? Est-ce que les bilans apportent-ils des statistiques qui sont encourageantes? Et une telle question, c'est ce que j'appelle réforme ici. Ça signifie qu'il faut arriver à une norme, une nouvelle loi qui puisse, selon la demande populaire actuellement, renforcer ce qui manque, encore que cela soit nécessaire, ou veiller pour que ce qui existe le soit alors de manière parfaite. Parce qu'on a des problèmes. La notion de réforme, contre laquelle je suis très rigoureux et je ne bouge pas. Parce qu'il n'y a pas réforme lorsque on invite les gens à appliquer le droit existant. Je l'ai déjà dit. La réforme veut dire... Il n'y a pas réforme lorsqu'on invite les gens à appliquer un droit existant. Il y a plutôt réforme
lorsqu'on amène une loi nouvelle à régir une situation, soit à la compléter, soit à l'améliorer. C'est le cas par rapport à ce que le ministre de la Justice propose comme réforme. Il dit dans les conseils supérieurs de la magistrature, comme expliqué, le ministre de la Justice n'est pas membre. Et des deux, le ministre Constant Moutamba dit, comment expliquer que dans les conseils supérieurs de la magistrature, qu'il n'y ait pas la présence du chef de l'État. Il peut être comme membre d'honneur pour suivre ce qui se passe. Est-ce, voyez-vous, que c'est une réforme exagérée ou une belle réforme pour l'intérêt de la République? Sur le plan de principe, le fait de penser intégrer le ministre ou le chef de l'État dans le bureau du CSM serait alors là une réforme. Pourquoi? Parce que... C'est ça que Moutamba a proposé. J'arrive. Pourquoi? Parce que ils ne sont pas là aujourd'hui. Mais lorsqu'on les insère, là on parle de réforme, c'est-à-dire on amène un droit nouveau, une loi nouvelle, une pensée nouvelle. Là on est bien d'accord. Par ailleurs, est-ce, au jour d'aujourd'hui, l'insertion au bureau du chef de l'État ou du ministre constitue-t-elle un problème, une réponse à un problème? Écoutez, il faut interroger l'histoire judiciaire du pays. Nous avons dans ce pays le bureau du conseil supérieur de la magistrature présidé par le ministre de la Justice à l'époque. Et nous avions crié, vous et nous ici, sur l'immixtion de l'exécutif sur le judiciaire. Parce que n'oubliez pas que tout part d'un principe. Le principe de Baron Montesquieu, séparation des pouvoirs. Vous savez, lorsque l'exécutif gère le judiciaire, le cloisonnement devient difficile. L'indépendance s'envole. C'est ce que vous pensez? Vous pensez? Non, mais parce que nous en venons. Non, mais parce que je pense. Nous avions une expérience dans ce pays. Nous avions, avant 2006, une constitution qui prévoyait que le ministre de la Justice soit président du bureau du système. Il a été dans ce pays. Et nous avons décrié. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier que cette constitution qui appelle réforme, qui appelle plusieurs modifications, aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de matières qu'il faut relire plus de 10 ans après, 18 ans après, a quand même aussi quelques valeurs, notamment la consolidation de l'indépendance judiciaire. Vous parlez de l'indépendance. Alors voilà pourquoi, non, je vais terminer, voilà pourquoi le retour au bureau du système de l'exécutif serait un recul démocratique. Serait un recul démocratique. Mais le ministre de la Justice dit, vous pouvez interroger les lois de pays voisins, ou encore de pays étrangers. Vous allez voir, on ne met jamais le ministre de la Justice loin du CSM, Conseil supérieur de la magistrature. Et vérifiez, vous verrez que le ministre de la Justice a toujours sa part. Mais pourquoi vous voulez faire les choses à votre manière? Des deux, j'ajoute une autre question. Professeur Kabissa dit, il a cité les noms, le PGR Vondé, je peux ajouter Dieudonné Kamoleta parce que c'est le président de la Cour constitutionnelle et Cour de cassation. C'est juste les questions des téléspectateurs. Qui a les droits de les sanctionner? Il semble, le 2, c'est les électrons libres. Vous êtes professeur de droit. Aidez-nous. Non, mais merci beaucoup. Qui a le droit de sanctionner? Mais ils sont sanctionnés par les pro-sanctionnateurs. Il existe des mécanismes d'arrestation d'un procureur général dans ce pays. Il en existe aussi d'arrestation d'un président de la Cour constitutionnelle. Ils ne sont pas électroniques parce que lorsqu'ils violent la loi, et ceci est constaté. Kabissa l'a dit, hein? Non, c'est constaté. Lorsque c'est constaté, ils sont obligés d'ouvrir. La loi, nous n'aurons pas... C'est une sommité. Nous n'aurons mais sommité dans son domaine, pas dans le domaine du droit. Kabissa, il est criminologue. Mais c'est pas juriste. Il est criminologue. Mais c'est pas le droit. C'est pas le droit. J'aimerais bien faire le débat de droit avec les juristes. Le grand frère est criminologue. J'ai beaucoup de respect pour ses techniques criminelles. Hein. Là, je suis dans le judiciaire pur et criminologue. J'ai beaucoup de respect pour ses techniques criminelles. Hein. Là, je suis dans le judiciaire pur et je reste très, je veux dire, rigoureux. Vous savez, il existe même les quotas prévus pour le membre du bureau, membre du parquet, près de la Cour constitutionnelle, membre de la Cour constitutionnelle au siège, lorsque le manquement est constaté, l'ouverture de l'enquête est prévue par le bureau.
C'est prévu, cher ami. Il n'existe pas d'électron libre. Voilà pourquoi la loi de 2016 sur le fonctionnement de la Cour constitutionnelle a prévu ces sanctions. Quant au PG Vendée, il est également lui poursuivable devant les parquets, près la Cour, disons, de cassation, dont il les relève. Il n'est pas électron libre. Qui peut encadrer ces initiatives? Parce qu'en écoutant le professeur Kabissa, procureur Vendée peut se réveiller un bon matin, il ordonne une action à la justice comme il veut. Oui. Selon ses emails. Non, pas selon ses emails, selon ce que la loi prévoit. Voilà pourquoi les gens qui n'ont pas poussé très loin avec les études de droit ont toujours vu que les études, je veux dire, ils ne voient pas ce que l'autre voit. Okay. La philosophie du droit, ici, le droit judiciaire chez nous, est le seul selon laquelle aucun individu ne peut échapper aux poursuites pénales. Si le chef de l'État a même une juridiction devant laquelle il peut être interrogé, à force qu'un procureur général. C'est pas possible. Donc il n'a pas un pouvoir illimité. Il n'a pas un pouvoir illimité. Donc le pouvoir arrête le pouvoir. Mais tu as bien dit. Mais tu es trop intelligent. Plus que certains analystes. Parce que toi, tu comprends qu'on peut pouvoir ici être arrêté, même si on a le pouvoir d'arrêter aussi. Et malheureusement, on a trop peu de cas dans ce pays où les procureurs généraux ont été arrêtés. Mais les sanctions sont celles-là. Pourquoi? Parce que le chef de l'État est le garant du bon fonctionnement des institutions. Alors, et lorsque, attendez. Quand on dit, vous savez, le pouvoir judiciaire est un pouvoir, comme le pouvoir législatif. Tous ces pouvoirs-là ont une autorité au-dessus de l'article 69 de la Constitution. Il 69 de la Constitution. Consultez la Constitution. Qui dit que le président de la République veille au bon fonctionnement des institutions. Mais non, lorsque vous dites qu'il ne peut être arrêté, ça veut dire qu'il est dans un état où il devient chef. Pendant que le chef lui-même a une juridiction devant laquelle il répond. Non. Quand il y a un manquement, les mécanismes existent. Alors, quand tu as un manquement, le mécanisme existe. Et je précise que la personne qui est ici, il est professeur à l'université, il est chargé des missions du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, député national, malgré là, cédé son siège. Alors, professeur Taylor Lubanga, vous étiez à la CPI. Quel était l'objectif ou le motif qui vous a amené à la Cour pénale internationale? Non, merci beaucoup. Je suis le point focal national chargé du suivi de la coopération avec la CPI. Je suis en même temps formateur. Je suis formateur, disons, des points focaux nouveaux qui viennent. Et là, j'étais invité à participer aux travaux. J'étais l'orateur. J'ai animé une thématique sur la complémentarité. La salle était bien servie des expériences, de notre petite contribution à l'avancement du droit pénal international. Donc, j'étais à la CPI comme point focal et formateur, parce que j'avais une thématique principale. Effectivement, j'ai été désigné rapporteur général des travaux de tous les pays membres, parce que c'est moi qui ai fait le rapport, effectivement, des travaux. Travaux du droit romano-germanique, c'est-à-dire le droit français. Les pays francophones qui sont à la CPI, c'est moi qui ai joué le rôle de rapporteur général avec beaucoup d'amour de mes collègues. Mais l'idée, c'est d'arriver justement à maintenir la coopération que nous voulons, que les présidents de la République désirent, entre la CPI et nos juridictions nationales. Parce que nous tendons vers l'instauration d'une Cour pénale spéciale pour les Congo, qui est en fait une réponse au plaidoyer fait par le président de la République au segment du haut niveau, tenu au mois de mars 2024 à Genève, où il a invité les bailleurs de fonds à appuyer les efforts, la volonté qu'il a, lui, le président de la République, à pouvoir créer un mécanisme spécial pour ramasser les crimes commis avant l'entrée du statut de Rome en vigueur, c'est-à-dire les crimes de 96, qui sont répertoriés dans un rapport appelé rapport Mapping. Les crimes commis ici, dont les auteurs ne sont pas ou ne peuvent pas être déférés devant la CPI et qui courent les rues de manière à assurer qu'il n'existerait plus chez nous des crimes sans peine. Et qu'il faut lutter contre l'impunité des crimes les plus graves. Parce que le chef de l'État a mis
la justice et donc la lutte contre l'impunité au centre de notre système de gouvernance. Voilà pourquoi. Et à la lumière de ce vœu du président de la République, et dans la philosophie qui est la sienne, état de droit au niveau international, votre humble serviteur a été chargé depuis 1 année et demie à assurer de la manière qui convient tout ce qui peut permettre, n'est-ce pas, un travail alors mixte avec le bureau du procureur de manière à traquer les criminels. Voilà un peu ce que j'ai pu dire, sans avoir beaucoup de détails, parce que nous sommes dans un domaine très sensible, voilà. Qui est celui, effectivement, des poursuites. Quelqu'un m'a dit, partons de cette photo, quelqu'un m'a dit, les chefs vous écoutent beaucoup, et cette photo, on dit trop. Est-ce vrai? Regardez la photo, ça vous dit quelque chose? Bon, je suis béni. Je suis béni de Dieu. Je dois avouer si je ne sais pas comment commenter, mais je dois te dire, je suis très sincère avec le chef de l'État. Il l'a vu depuis de longues années. Il a vu mon amour à l'accompagner dans son combat. Parce que le président de la République, il faut le fréquenter pour le connaître. C'est quelqu'un de totalement disponible, dévoué. Il est prêt pour tout. Il dort à 4 h du matin, à 6 h du matin. Il aime écouter, il a la grande volonté pour changer des choses. Et je me demande si les Congolais le voient. Et je m'interroge s'ils en mesurent vraiment, vraiment la hauteur. J'ai la chance d'être à ses côtés, de lui apporter mon petit secours. Il semble qu'il est entouré des hypocrites, les gens qui les trahissent à tout moment, surtout ses collaborateurs. Est-ce vrai? Tu sais, il est difficile de connaître une personne par son visage. Lorsqu'on fait recours aux collaborateurs, on en prend soit sur base de leurs diplômes ou de leurs apports professionnels, expertales. Mais maintenant, qu'est-ce qui arrive? Ce qui arrive, c'est parfois la déception. Lorsque les apparences ne sont pas en harmonie avec l'intérieur. Autrement dit, lorsque l'éthique professionnelle ou civile tout court fait défaut ou ne corrobore pas l'apparence physiologique ou anthropologique. Mais nous sommes là devant un problème sérieux, parfois des gens auxquels on fait confiance et qui, en retour, ne répondent pas comme il se doit. Mais ce n'est pas un problème. Le vrai problème, c'est la volonté déterminante, c'est l'engagement que le président de la République a à pouvoir pousser très loin dans le sens à améliorer les conditions de vie des Congolais. Donc vous confirmez ici qu'il y a les imposteurs. Vous confirmez ici qu'il y a les imposteurs. Il y en a même dans les milieux religieux. Il y en a même dans les milieux religieux, dans les milieux universitaires, dans les milieux en France. Il n'existe pas un monde parfait. Cher ami, il n'existe pas un monde parfait. Même le vôtre ne l'est pas non plus. Alors maintenant, n'attendez pas la perfection à la présidence de la République. Mais ce qu'il faut encourager, c'est des bonnes volontés qui travaillent jour et nuit, qui accompagnent le président de la République dans le travail que vous l'avez confié, cette fois-ci avec une majorité écrasante, mieux un plébiscite. Mais maintenant, quelques dévoiements qui peuvent être constatés dans l'agir de ces conseillers ont toujours été sanctionnés, parce que le président de la République n'est pas celui qui est quelqu'un qui ferme les yeux devant les incohérences. C'est quelqu'un de très rigoureux, mais de très bon aussi. Alors, donc, l'essentiel, c'est ce qui est fait. Et les Congolais sont contents du travail. Les vrais Congolais sont contents de ce que le président de la République fait. Dans 6 ans, bientôt 6 ans, ce que beaucoup n'ont pas fait dans 30 ans passés. Parce que vous ne mesurez jamais. Nous avons un budget de 4 milliards. Lorsque le président de la République prend le temps. Je vais arriver. Je vais terminer. Juste un mot pour préciser. De 4 milliards à 16 milliards, on en parle moins. Vous n'avez pas de vous dans ces pays où vous en avez. On n'en parle même pas. La diplomatie a tout fait. Vous n'en parlez pas. Mais ce sont les mêmes conseillers qui ont aidé à arriver, qui ont appuyé, qui ont rappelé au chef pour qu'on en arrive là où on est. Les ratés, il y en a. Et il y en a partout. Il y en a partout. Il y a des questions prévues par rapport à ces chapitres, mais terminons d'abord ces chapitres. Et j'attends. Je vous affronte. J'attends. Il y a des questions très questionnantes. On a dit que vous êtes à la base des mauvais conseils. Vous orientez mal les gouvernements. Il y a les procès contre Apple. Il y a également un procès qu'on a vu le vice-ministre de la Justice contre le Rwanda. Il a fait même un point de presse
On dit que vous aimez les choux. Pourquoi vous les faites? Merci beaucoup, je suis membre du gouvernement. Ce sont des mesures du gouvernement. J'ai dit, vous conseillez mal, parce qu'on vous Mais consulte. On vous consulte. Votre nom est cité dans les couloirs. Je ne conseille pas les membres du gouvernement. Moi, je suis le chargé des missions du président de la République. Homme de droit. Oui, homme de droit. Okay. Mais maintenant, la politique du gouvernement est menée par les ministres sectoriels. Là, nous sommes dans le secteur de la justice. Eh bien, ils mènent cette politique. Maintenant, interrogeons le fond. Est-ce que c'est mauvais d'engager des postes contre Apple? Lorsque nous sommes tous convaincus que le téléphone que nous utilisons, n'est-ce pas, l'est avec les matières premières que nous ne vendons pas à Apple, mais qu'il achète auprès des agresseurs. Est-ce que c'est mauvais? La question, c'est celle-là. C'est que lorsque vous êtes retrouvé en possession de biens volés, qui êtes-vous? Mais receleurs. Receleurs, tout simplement. Donc, les actions menées contre les sociétés qui achètent nos matières premières auprès des voleurs, ces procès sont légitimes et doivent être légitimes. Quand même, le Rwanda, c'est un pays sérieux. Si vous dites que le Rwanda est un pays mais attends, on risque de vous poursuivre. Mais il est sérieux. L'élégance institutionnelle, quand même. Le Rwanda est sérieux, simplement, par le fait qu'il est Rwanda. Mais dans l'agir, lorsque vos Congolais, vos cousins, vos voisins, tuent tous les jours, lorsqu'ils disent une chose et son contraire, tous les jours ici, lorsqu'il y a des déplacés qui sont, aujourd'hui, qui n'ont pas, les enfants qui n'ont pas de parents aujourd'hui, les massacres de tous les jours, c'est que nous invitons le Rwanda à respecter simplement l'humanité. Donc le Rwanda, c'est un pays voulu. Mais bon, on peut donner tous les qualificatifs, mais ça ne sert à rien. Il faut prendre des dispositions pour pouvoir traiter le Rwanda comme un pays qui n'aime pas le Congo. Mais vous n'avez pas les éléments pour rapporter ces procès. Vous êtes dans les sensationnels contre Apple, du moment qu'il y a des pays, les États-Unis et d'autres pays du monde, qui félicitent même le Rwanda, en donnant même des cadeaux au Rwanda, parce que le Rwanda leur donne cette matière première. Et vous pensez qu'on va remporter ces procès? Non, mais écoutez, je ne suis pas en train de savoir l'issue d'un procès. Les procès est toujours une surprise. Les magistrats agissent par leur intime conviction au moyen des éléments qui vont leur être présentés. Mais la logique simple, c'est là. C'est que les matières à base desquelles ces téléphones sont fabriqués, les ordinateurs, proviennent du Congo. Qui les leur a vendus? Alors on nous apprend que c'est les pays voisins. Mais ne sois pas étonnés parce que tu dis le Rwanda a des cadeaux de pays de puissance, le pays puissant. Et effectivement, c'est les modèles. C'est les qui le motive pour... C'est le modèle, effectivement, de ces pays-là. Mais qu'est-ce qu'il fait en réalité sur le terrain? Ce que le Rwanda fait sur le terrain, c'est ce qui est intéressant à connaître. Et là, vous allez savoir pourquoi ces pays-là sont amis du Rwanda. C'est parce qu'ils veulent acquérir ces matières premières à moindre coût auprès de celui qui n'en connaît pas la valeur. Donc, c'est un échec du gouvernement. Ce n'est pas un échec. Ou de votre diplomatie, parce que vous venez de dire ici, une diplomatie ce n'est pas un échec. Si votre diplomatie était une ce n'est pas un échec. Ce sont des efforts. Ces grands allaient se retirer pour vous faire confiance. Non. Donc, c'est un échec diplomatique. Non, ce n'est pas un échec. Ce sont des appétits goutons des multinationales qui n'aiment pas le formel. C'est comme toi. Tu fais semblant de donner des leçons de droits de l'homme pendant que ton épouse à la maison, tu n'as aucun respect pour elle. Tu comprends ce que je veux dire? Nous avons des leçons tous les jours de l'Union européenne, mais ils ont signé un contrat avec le Rwanda pour la fourniture des minerais critiques. Alors que le Rwanda n'en a pas. Donc c'est l'échec diplomatique, professeur. Non, les chefs de l'État l'ont dit. On a suivi les parlementaires européens. Aujourd'hui, j'ai suivi les débats au niveau européen. Vous vous contentez des paroles des gens. Non, mais sur le on ne peut pas se... La réalité est autre. On ne se contente pas d'intention. Nous devons nous contenter des paroles, pas d'intention. Non, les paroles, de la pratique, l'Union européenne signe un contrat. Il faut maintenant entamer des procédures pour qu'on puisse annuler le contrat ici. Depuis 90, on n'avait jamais atteint le niveau où le problème du Congo sont pas là à ce niveau-là. C'est du cosmétique selon les opposants. Ce cosmétique-là, selon les opposants, n'avait jamais existé avant. Mais aujourd'hui, on parle de la RDC, de ces minéraux, de cette tuerie. On a renversé les narratifs. Tu sais, cher ami, les narratifs sur la situation dans la partie orientale du pays,
a aujourd'hui une cohérence. Une cohérence et en même temps une lumière. Parce que nous venons d'où? Mais nous venons d'un Rwanda victime de tout, y compris de ce qui se passe chez nous. Comment voulez-vous qu'on nous dise, qu'on nous apprenne ce que nous devons faire des Congolais? Lorsque le Rwanda nous dit, ben, les Tutsis sont chez vous, vous les traitez mal. Ouais, mais James Kabaré, mais attends, mais ils sont Congolais ou pas? Mais oui, mais attends, est-ce que nous avons le pouvoir aussi de parler des Hutus qui sont maltraités au Rwanda et de demander au Rwanda ce qu'il doit faire des Hutus? C'est parce que votre diplomatie est faible. Non, mais nous n'avons pas, ça s'appelle... Il y a des Tutsis congolais ici qui sont dans le gouvernement, qui se reconnaissent en disant qu'ils n'ont pas un problème au Congo, mais c'est leurs frères, en écoutant James Kabaré, qui dit ils ont la culture rwandaise. Il existe en droit international un principe, le principe de la non-ingérence. Qui s'ingère? Mais lorsque le Rwanda nous dit de revoir la manière de traiter les Congolais tout chez nous. Sur base des droits de l'homme, le Rwanda... mais non, le Rwanda, il hausse le temps pour envoyer des militaires rwandais venir nous montrer de quelle manière sécuriser nos populations à nous, tout de chez nous. Il y a un accord. Mais non, mais j'arrive. Non, mais j'arrive. Sillonner 24 heures dans la vie. C'est justement pour ça que nous ne pouvons pas accepter que ce Rwanda existe. Le Rwanda n'a aucune puissance de se tenir contre le Congo. C'est une guerre par procuration. Une guerre? Par procuration. Le Rwanda est un canal par lequel passent les multinationales qui veulent créer de l'insécurité pour payer davantage et récupérer nos minerais à moindre coût. La stratégie est connue, nous la connaissons et nous la dénonçons. Mais non, tu me demandes qu'est-ce qu'on fait, c'est du cosmétique. Ceux qui parlent du cosmétique, que proposent-ils en leur place? Le dialogue. Et la cohésion nationale? Non, nous parlons des multinationales. Restons dans la logique formelle. Nous parlons des multinationales et du Rwanda. Dialogue avec le Rwanda, il faut compter la matière. Quelles sont les matières de discussion? Or, ici, nous avons affaire à un pays voyou, qui a une stratégie, celle de venir avec les moyens lui donnés par ces multinationales pour ramasser, piller et ramener. C'est ça le vrai problème. Voilà pourquoi nous, on a compris le jeu. Et nous n'allons pas nous laisser distraire par des discours régionaux qui sont des souhaits où on vous dit ceci est mal fait. Le président qui ne veut pas dialoguer, mais dialoguer avec qui nous voulons dialoguer avec les décideurs. Professeur Taylor Baba. Pas avec. Professeur Taylor Baba. Est-ce que vous n'avez pas honte? Un substitut. S'il vous plaît. Est-ce que vous n'avez pas honte, vous en votre qualité, professeur d'université, chargé de mission du chef de l'État, est-ce que vous n'avez pas honte quand aujourd'hui le ministre du Congo était en procès avec le Rwanda devant l'EAC? Du moment que les opposants, ils vous ont interdit d'aller dans cette structure-là, parce que vous n'allez pas obtenir un gain de cause. Aujourd'hui, vous êtes retiré de là. Est-ce que vous n'êtes pas un vrai problème pour le Congo, vous-même les régimes? Bon, écoutez, la vision du président de la République en décidant de l'adhésion du Congo à cette structure régionale, les États est-africains, les nations est-africaines, East Africa Community, communauté de commerce est porteur de la paix, disait Montesquieu. Parce que lorsque les États sont dans une mouvance, dans une dynamique d'échange, ils se protègent mutuellement. Et ils mettent de côté la belligérance. Et donc, l'idée première pour le chef de l'État de décider de l'adhésion du pays dans cette communauté-là, c'était pour faciliter, permettre à nos commerçants de la partie orientale, de l'Est de Goma, de circuler, d'acheter au Kenya, d'acheter dans tous ces pays membres et de faire face à la concurrence commerciale. Parce que finalement, il faut le savoir. Le développement aujourd'hui ne peut pas être obtenu par des méthodes autarciques. Il faut s'ouvrir aux autres. Il faut échanger. Il faut créer des conditions à partir desquelles les pics tarifaires, je veux dire, les barrières tarifaires, je veux dire, le droit des douanes sont déductibles ou
devant l'être. Face à cette problématique qui facilite le développement, les échanges, et finalement la mobilité. Un État sérieux n'a pas le choix. L'Union européenne en est l'exemple. Alors, que ces États, que le président du Kenya ait pris l'option pour Kagame, on a vu comment il fait même l'apologie de ces pays du Rwanda, alors qu'il était chargé pour aider à une solution. On a bien compris le jeu. On vous a dupé? Et non, mais attends, on n'a dupé personne. On a regardé les gens venir avec des arguments fondés sur le critère de regroupement, qui est finalement ici anthropologique ou même effectivement un critère de regroupement qui est celui que tu dis, et que donc le discours objectif n'a pas eu droit de citer. Alors, il faut réfléchir, il faut courir sur un paradigme, un nouveau paradigme de réponse au problème. Donc c'était un Et ce paradigme, s'il vous plaît, ce paradigme, c'était la SADC et d'autres régions. Mais au fond, le problème du Congo et du Rwanda n'est pas un problème des États d'Afrique. C'est un problème de multinationales et du réseau mafieux qui appuie le velléité belliqueuse du Rwanda pour semer de la désolation et puis les minéraux du Congo. Il nous reste quelques minutes. Il y a des questions principales qui restent. Professeur Taylor, chargé de mission du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, j'ai lu le livre du professeur Essambo, également plusieurs professeurs, mais Essambo dit la constitution actuelle a été écrite par 18 étrangers et 3 Congolais. Est-ce qu'il y a de la nécessité de changer cette constitution actuelle ou la réviser? Je voudrais déjà dire qu'une constitution n'est pas mauvaise parce qu'elle ne quitte pas les étrangers. Ça, ce n'est pas un postulat, de mon point de vue, qui soit soutenable. Il faut interroger plutôt le but de la norme constitutionnelle. Okay. Parce que vous pouvez sous-traiter une question par un cabinet d'experts, si vous avez besoin de réponses, et ces cabinets respectent vos desiderata. Le problème aujourd'hui est de savoir, est-ce que faut-il reviser ou changer des constitutions? Oui. Y a-t-il une nécessité? Et je pense que lorsque vous faites le bilan, cette constitution ici est celle qui a pris du temps, plus de 15 ans d'existence, et pendant lesquels l'on est capable d'une analyse pour voir si les valeurs constitutionnelles en termes de droits de l'homme, de droits des citoyens, de devoirs, l'accès, les conditions d'accès au pouvoir, la protection des libertés publiques, l'exercice de pouvoir, la constitution du gouvernement, toutes ces questions qui sont contenues dans cette constitution, nous ont été effectivement satisfaisantes en termes de réponses. Parce que le problème du changement des constitutions ou des révisions de la constitution, c'est un problème des réponses au problème de la société. Cette problématique doit être une réponse à un problème. Alors, lorsque vous faites l'étude, je veux dire l'analyse de la constitution, vous trouvez, et tout le monde le dit, qu'il y a des choses qu'il faut effectivement enrichir dans cette constitution. Mais la question est de savoir, est-ce qu'il faut-il la réviser? La constitution elle-même prévoit des conditions de sa révision et des conditions d'interdiction de sa révision. Lorsque vous lisez l'article 118, clairement, il vous dit, l'article plutôt, il vous dit qu'il n'y a pas de révision des constitutions lorsque le pays est en guerre. Mais or, nous avons des réponses à apporter dans ces documents. Comment faire? Les constitutions originaires de 2006 n'avaient pas tenu compte de possibilité d'enrichir les valeurs constitutionnelles, la norme constitutionnelle en cas de guerre. C'est pourquoi la seule hypothèse plausible aujourd'hui, c'est de changer la constitution. Okay. Pourquoi? Parce que on peut changer, on ne peut pas la réviser. Non, pour l'instant, avec la guerre, l'article 118 interdit les révisions. Moi, je suis scientifique, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je suis scientifique. Okay. Je suis scientifique. J'ai dit, réviser ou changer de constitution doit répondre à un besoin. Il y a besoin ou pas? Il y a besoin. On a des valeurs, on a des lois qu'on doit corriger. Mais si la porte est fermée, qu'est-ce qu'on fait? On prend la maison, on amène de maisons prépayées.
Ok. Pourvu que cette maison réponde aux besoins de l'usage, toilette, séjour, chambre à coucher. Ça suffit. Si la porte est fermée par l'article 218, alors que les besoins sont persistants, la formation du gouvernement, le délai de la gouvernance, aujourd'hui, les Congolais ont compris qu'avec un peu de recul, le Congo est un pays vastuant. Vous ne pouvez rien faire dans 3, 4 ans, 5 ans. Donc il faut amener Mais il ne faut pas. Non, je ne sais pas. C'est même la proposition Je ne sais pas. Laouel. Je ne sais pas ce que les Congolais décideront. Parce que pour l'instant, parce qu'on a critiqué les étrangers d'avoir écrit la Constitution, même si les étrangers pouvaient aussi écrire la Constitution, s'ils ont suivi les volontés ou la volonté du conscient originaire, qui est le peuple. Si ces Blancs avaient bien écrit cette Constitution, comme nous le souhaitons, attendez, comme nous le désirons, nous n'allons pas les critiquer. Laisse-moi, s'il vous plaît, intelligent mais partisan. On pouvait aussi avoir des rédacteurs neutres. Je suis en train de vous dire, l'argument que la Constitution est écrite par les étrangers est un argument fantaisiste et pas solide. L'argument, c'est que la réconstitutionnalisation ou la déconstitutionnalisation doit répondre aux besoins sociaux. Est-ce un problème d'institutions qui n'ont pas bien fonctionné par rapport aux besoins que nous avons ou un problème d'individus? Or, dans les cas qui nous concernent, ici, notre constitution accuse des vrais problèmes. Et tout le monde le voit. On a honte de dire la vérité au peuple. Sous couvert d'instinct, on veut refuser parce que Tshisekedi veut s'éterniser au pouvoir. C'est trop facile de le dire. Parce que non, mais attends. Mais voilà, mais c'est trop facile de le dire. Mais attends. Mais c'est trop facile de le dire. Ça, c'est quelle conclusion? C'est une conclusion hasardeuse. Il y a les acteurs qui ne pas touché. Tu sais que le président actuel, quand il était à l'opposition, il a laissé cet article, l'article 220. Mais pourquoi vous voulez violer cet article? Parce que vous voulez... Mais qui l'a violé? D'abord, qui l'a violé? On n'a pas violé. Mais vous voulez qu'il reste au pouvoir. Non, mais les opposants ne sont pas d'accord avec vous. Il fallait nous dire non. Non, mais je vous informe. Cette question est une question, de mon point de vue, essentielle. Parce qu'elle touche au devenir du pays, à l'engagement citoyen, aux droits des citoyens. Une constitution, alors aucune, disait Delpéré, qui est formateur d'Évariste Beauchamp, ne peut résister au temps. Aucune constitution, c'est la Bible. C'est la Bible est parfaite. La constitution comme un livre écrit par les humains, aucune norme ne peut résister au temps. J'explique. En 2006, avant l'Internet, est-ce qu'aujourd'hui on peut écrire une loi sans parler du numérique? Non, parce que la société est appelée à faire des mutations, mon Dieu. Le fait précède le droit. La révision constitutionnelle, le changement constitutionnel doivent être dictés par le besoin d'amélioration de la norme. Après les bilans institutionnels, après 2 minutes, semble être verrou, il faut interroger les Congolais. Et c'est possible, effectivement, de faire adhérer les forces politiques essentielles, de mobiliser les Congolais à comprendre les enjeux qu'il y a. D'abord, j'ai une question. Doit-on avoir dans ce pays des institutions comme le Conseil économique et social? Pour quel but? Doit-on avoir des institutions dans ce pays qui sont budgétivores? Mais il faut nettoyer la Constitution, faire à la fois l'économie des moyens en supprimant ou en mode. Il faut nettoyer la Constitution, faire à la fois l'économie des moyens en supprimant ou en mode. Pas tant du président, de Madame Souminois et de certains ministres, affairistes et touristes. Votre analyse? Le président n'a connu aucun échec. Il a beaucoup fait, il continue à faire beaucoup pour ce pays. Le gouvernement Souminois est un gouvernement, au premier mois là, on a pensé que c'était, on va dire, pas possible.
Mais Madame Soumino a marqué le pas avec beaucoup d'avancées. Aujourd'hui, elle essaye de trouver des vraies réponses au problème du Congo. Parce que vous savez, on vient de très loin et on a beaucoup de défis. Mais maintenant, il faut que le ministre sectoriel, chaque ministre dans son secteur, essaie de quitter le populisme pour pouvoir s'attaquer aux vrais problèmes de la société, de manière à apporter des réponses qui conviennent aux problèmes sociaux. Et le chef de l'État a dit, une action populiste ne profite qu'à un individu. Il faut de l'action concertée. Madame la Première ministre, elle est tellement coordinatrice, elle fournit beaucoup d'efforts pour inclure les efforts de chaque ministre sectoriel de manière à faire une action que les Congolais attendent. Et j'ai vraiment, moi, espoir que les choses vont aller très, très vite. Parce que une chose, c'est de démarrer, mais l'autre, c'est de coordonner pour atteindre les résultats. Le démarrage, parfois, il n'est pas facile. Aujourd'hui, c'est le populisme de certains secteurs qui fait que les Congolais voient une gouvernance numérisée, mais la plus grande réforme de ces gouvernements, c'est d'avoir ciblé le vrai problème. Et nous souhaitons plein succès à ce gouvernement pour qu'il apporte des réponses aux problèmes de Congo. Merci, Monsieur Massounda. Je vous demande pardon. Si je ne pose pas cette question, le public risque de s'énerver. Le cardinal Ambongo dit la RDC est un pays en faillite. Il a dit vrai ou faux? Votre modèle. Le concept faillite est un concept commercial. Je ne peux pas comprendre qu'on parle de faillite en ce qui concerne l'État. Faillite de quoi? Pour quel capital du départ, capital d'arrivée? Le Congo n'est pas un pays en faillite, est un pays gouverné. Le gouverneur de la RDC, le président Félix Tshisekedi et son gouvernement travaillent jour et nuit pour améliorer les conditions sociales de nos populations. Dire que le Congo est un pays en faillite, ça veut dire que le Congo ne répond à aucun besoin. Nous avons une guerre internationale. Nous payons les salaires. Mais attendez. Il faut un minimum de considération pour ce pays. Et ce sont les Congolais qui quittent le pays lorsqu'ils sont dans des tourismes occidentaux. C'est permettre tout. Moi, j'ai beaucoup de respect pour le cardinal. Mais je ne peux pas accepter qu'on dise qu'un pays comme le nôtre, pendant que dans la région, beaucoup de pays ne paient même plus de salaire, nous avons une guerre ici. On ne paie le salaire. On a une guerre ici. Les enfants vont à l'école. La gratuité, avec beaucoup de peine, on tient et on avance. On doit plutôt encourager la gouvernance actuelle que de la critiquer et qu'enfin, il n'y a pas de faillite d'État. L'État fait le maximum pour maintenir les caps et améliorer les conditions de nos populations. Merci, professeur Taylor. C'est moi qui vous remercie. Je précise que vous êtes professeur d'université, chargé de mission du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions également. Merci à l'équipe qui m'a accompagné, surtout à mon réalisateur attitré de cette émission, Monsieur Massounda, et régie finale par Monsieur Jimmy, et côté caméra, Germain, Faïda, et côté YouTube, Monsieur Rachidi. Cette émission est déjà en direct sur notre chaîne YouTube, au Centre Télévision. Si réellement vous aimez les pays, laissez vos commentaires, engagez les débats avec le professeur. Est-ce qu'il a dit vrai ou ce qu'il a dit, c'est parce qu'il est au pouvoir? Et notre RDC est possible. Au revoir. Du nouveau à Kinshasa.